Philippe Delorme, vous êtes un ancien professeur d'histoire agrégé en collège et en lycée, mais également docteur en histoire. Bonsoir Philippe. Merci de votre accueil. Vous avez animé jeudi dernier une conférence au cœur de ville de Saint-Dizier, une conférence sur l'impact de l'économie de guerre durant la Première Guerre mondiale en France. Nous avons commémoré hier, le 11 novembre, l'armistice de la Grande Guerre. Est-il possible de dire que cette guerre est une guerre de tranchées, mais aussi une guerre industrielle ? Tout à fait. Et je donnerai comme exemple le fait que le responsable de l'armement français, Albert Thomas, qui était un socialiste, était assailli de questions de la part des généraux qui, d'une part, lui demandaient des hommes dans les tranchées et en même temps qui commandaient des armes en quantité industrielle, et il fallait bien des hommes pour les mettre dans les usines. Dans la région, qu'est-ce qui symbolise cet effort de guerre, l'économie de guerre durant la Première Guerre mondiale ? Alors on peut prendre trois exemples. L'exemple des entreprises Robert qui fabriquaient des essieux pour l'artillerie, essieux pour l'automobile, essieux pour les camions, qui ont été si nombreux pendant cette première guerre du côté français. Et puis les usines de Marnaval qui étaient spécialisées dans la fabrication de l'acier Martin, la meilleure qualité que l'on puisse trouver d'acier. Ici, la région, c'était pas très très loin du front. Est-ce que ça a avantagé ou pas forcément les usines qui se trouvaient à Marnaval et à Joinville ? Avantagé, c'est beaucoup dire parce qu'on vivait dans la crainte perpétuelle qu'il y ait une avancée des Allemands. Donc on savait qu'on était là. Est-ce qu'on était là en sursis ? Est-ce qu'on était là définitivement ? C'était une question. Mais l'important, c'était de produire et de fabriquer. Comment le pays s'est organisé justement pendant cette économie de guerre ? Est-ce qu'il y a des entreprises qui ont réorienté leur industrie ? Alors le pays s'est orienté, je dirais, en tenant compte du fait que nous restons une démocratie et que les organes, le Parlement, le Sénat, tout ce qui est le système démocratique classique et habituel, continue de fonctionner. La presse a le droit de critiquer, pas toujours autant qu'elle le voudrait, mais enfin, les institutions démocratiques continuent de fonctionner. Et c'est ainsi que les personnages qui ont eu la responsabilité de la production industrielle ont dû tenir compte de cet état d'esprit en essayant non pas de forcer les gens à produire, non pas en réquisitionnant, sauf cas extrême, mais en essayant de convaincre, en essayant d'obtenir l'adhésion et en travaillant avec les organisations qui existaient déjà, par exemple comme le Comité des Forges. Le territoire haut-marnais, il était très important pour l'économie de guerre dans la Première Guerre mondiale ? Alors c'est vrai qu'on a souvent tendance à dire « nous sommes au centre, nous sommes les meilleurs, nous sommes indispensables ». Ce n'est pas entièrement faux pour la Haute-Marne, puisque on voit par exemple qu'en 1917, le gouvernement prend la décision de créer 4 nouvelles aciéries en France, dont une en Haute-Marne, à Marnaval. Très bien. Et qu'est-ce qui a fait la différence ? Que vous l'expliquiez, malgré un désavantage industriel de la France face à l'Allemagne, qu'est-ce qui a fait la différence ? Comment la France a gagné cette guerre industrielle ? J'en retiendrai 2 exemples. Le premier, c'est que les Allemands ont dépensé une énergie et un travail considérable pour fabriquer des armes terrifiantes, comme les zeppelins, comme les gaz de combat, comme une espèce de char d'assaut pratiquement grand comme cette pièce, mais qui n'ont pas été utiles. Les zeppelins bombardent Londres, bombardent Paris, mais on n'a pas vu la population de Londres ni celle de Paris se mettre à genoux pour demander la paix et implorer que tout ça s'arrête. Donc c'est des armes terrifiantes, impressionnantes et qui n'ont pas été décisives. En face, sans rentrer trop dans les détails, on va dire que les Français ont choisi, par exemple, un avion de combat qui a été bien représenté sur la base de Saint-Dizier en 1917 et 1918, un peu l'ancêtre du Jaguar, et il s'appelait le Breguet 14, mais fabriqué en grande série. Et le général qui était responsable de l'armée d'aviation française disait « Moi, ça ne m'intéresse pas d'aller bombarder des villes allemandes, ce qui m'intéresse, c'est de bombarder le front là où se trouve l'ennemi. » Et durant votre conférence, vous parlez seulement du territoire haut-marnais ou de l'économie en général sur le territoire français ? C'est indispensable de parler, je dirais d'abord, de l'ensemble français, de son organisation, des personnages qui ont été déterminants, comme Albert Thomas, le socialiste, ou bien un ancien polytechnicien
et c'est pas par hasard qu'il s'appelait Loucheur, un drôle de nom, mais c'est comme ça. Et la première fois qu'il est intervenu autour d'une table avec des maîtres de forge, l'un d'entre eux a écrit à un Haut-Marnais qui s'appelle Émile Ferry. C'est la première fois que je rencontrais M. Loucheur. C'est un monsieur qui sait de quoi il parle. Rien que ces mots-là montrent que c'était un personnage, je pense, assez exceptionnel. Dernière question, rapidement. Y a-t-il eu un enrichissement des patrons des différentes industries et des usines durant la Première Guerre mondiale? Alors ça, c'est une question qui a été beaucoup posée dans les années qui ont suivi la Première Guerre mondiale. C'est vrai qu'apparemment, certaines entreprises ont fait de très gros bénéfices. Je dirais que la politique du gouvernement, en ce temps-là, c'était de gagner la guerre coûte que coûte, pour reprendre une formule qui est devenue un petit peu célèbre ces derniers temps. Mais si on prend l'exemple de Louis Renault, on voit que tout ce qu'il a accumulé comme bénéfice, il l'a immédiatement réinvesti. Et ça se voit dans la géographie de Boulogne-Billancourt. On voit que la surface des usines a doublé entre 1914 et 1918. Merci beaucoup, Philippe Delorme, d'être venu sur notre plateau.